Cette observation faite, Mr. Fogg continua tranquillement à dîner. Quelques instants après Mr. Fogg, l'agent Fix avait lui aussi débarqué du Mongolia et courut chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé, sa situation vis-à-vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt? On n'avait rien reçu. Et en effet, le mandat parti après Fogg ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L'affaire regardait l'administration métropolitaine, et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Cette sévérité de principe, cette observation rigoureuse de la légalité est parfaitement explicable avec les mœurs anglaises, qui en matière de liberté individuelle n'admettent aucun arbitraire. Fix n'insista pas et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin pendant tout le temps que celui-ci demeurerait à Bombay. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et, on le sait, c'était aussi la conviction de Passepartout, ce qui laisserait au mandat le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici, et il commença à se demander si ce pari de Mr. Fogg n'était pas absolument sérieux, et si la fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En attendant, et après avoir fait acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires, et au milieu d'Européens de toute nationalité, des Persans à bonnets pointus, des Bunyas à turbans ronds, des Sindes à bonnets carrés, des Arméniens en longues robes, des Parsis à mitre noire. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, descendants directs des spectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, ils célébraient une sorte de carnaval religieux, avec procession et divertissement, dans lesquels figuraient des bayadères vêtus de gazes roses brochés d'or et d'argent, qui au son de viols et au bruit des tam-tams dansaient merveilleusement et avec une décence parfaite d'ailleurs. Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie était bien celle du bobby le plus neuf qu'on pût imaginer, il est superflu d'y insister ici. Malheureusement pour lui et pour son maître, dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. En effet, après avoir entrevu ce carnaval parsi, Passepartout se dirigeait vers la gare, quand, passant devant l'admirable pagode de Malibat Hill, il eut la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur. Il ignorait deux choses. D'abord, que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens, et ensuite, que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de saine politique, le gouvernement anglais, respectant et faisant respecter jusque dans ses plus insignifiants détails la religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. Passepartout entrait là, sans penser à mal, comme un simple touriste, admirait à l'intérieur de Malibat Hill ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmanique, quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. Trois prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes, et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages. Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa deux de ses adversaires, fort empêtrés dans de longues robes, et s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, il eut bientôt distancé le troisième hindou, qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. À 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer. Fix était là, sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta, et plus loin s'il le fallait. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l'ombre,
mais Fix entendit le récit de ses aventures que Passepartout narra en peu de mots à son maître. « J'espère que cela ne vous arrivera plus, » répondit simplement Phileas Fogg en prenant place dans un des wagons du train. Le pauvre garçon, pieds nus, tout déconfit, suivit son maître sans mot dire. Fix allait monter dans un wagon séparé, quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, » se dit-il. « Un délit commis sur le territoire indien. Je tiens mon homme. » En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet et le train disparut dans la nuit.